Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo du coup. Là ça va être un thème complètement différent de la première vidéo. Ça va concerner l'expatriation et notamment je vais vous partager un retour d'expérience surtout sur mon expatriation aux Émirats Arabes Unis. Donc plus particulièrement je vivais à Dubaï. Voilà, donc on va commencer, ça sera normalement une série de plusieurs épisodes pour vous permettre de voir les préparatifs à faire avant de s'installer, puis ensuite pendant votre expatriation, les différents thèmes qui concernent notamment le logement, l'ouverture d'un compte bancaire, les locations ou l'achat d'une voiture, enfin les différents domaines de la vie, l'inscription aussi dans des écoles pour les étudiants ou même pour les gens qui ont des enfants. Du coup, voilà, donc on va voir ces différentes choses. Et puis aussi, on verra aussi comment préparer le retour en France pour ceux qui, du coup, feront une expatriation de peut-être que quelques mois ou quelques années. Ou voilà, enfin, en tout cas, qui ont une durée déterminée et pas qui partent et qui ne savent pas quand ils reviennent. Donc voilà, je vais m'installer et je vous reprends pour commencer la vidéo. Donc voilà, on s'est bien installé du coup. Donc on va commencer la vidéo. Tout d'abord, on va parler du coup des préparatifs pour aller à Dubaï. Donc, il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Vous pouvez y aller à l'aventure si vous en avez les moyens et également si voilà, pour X raisons, vous avez la possibilité de partir en voyage et donc peut-être de découvrir un peu plus sur place. Mais ça va être quand même plus compliqué en tant que touriste de vraiment avoir une certaine crédibilité et du coup vous ne risquez d'avoir des informations assez erronées de la part soit des personnes de d'autres expatriés ou encore plus de locaux que vous aurez peut-être plus de mal à rencontrer en y allant que peu de temps. Du coup voilà, c'est pas un pays aussi simple qu'on pourrait le penser. Alors certes, il y a beaucoup de belles choses. Donc je vais vous montrer quelques images de ce que moi j'ai pu ramener de mon expatriation. Premièrement, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet des préparatifs, donc dans le fond, vous voyez mon chien qui passe, hein. Je vous le dis juste, hein. Donc voilà, avant de partir tout de suite sur les préparatifs, il va falloir quand même que vous ayez quand même quelques petites données sur le pays. D'ailleurs, ça c'est valable, je pense, pour n'importe quelle expatriation que vous pouvez faire, même si ce n'est pas une expatriation entre guillemets voulue dans le sens recherché, parce qu'il y a des personnes qui vont être dans les cas de figure où ils partent avec leur entreprise de France ou d'un pays d'Europe et du coup c'est l'entreprise qui vous mute là-bas. Donc voilà, bon après ça c'est d'autres types de contrats, il y a beaucoup plus d'avantages on va dire et c'est un peu plus cadré qu'une personne qui partirait sur place soit pour trouver un travail, soit parce qu'en gros elle a eu l'opportunité d'être recrutée dans le pays d'où elle vient. Donc voilà, mais dans tous les cas, il va falloir connaître quelque chose, donc quelques petits trucs de base pour pouvoir déjà commencer à vous projeter. Donc dans le cas des personnes qui partent pour travailler sur place, déjà il faut savoir que Dubaï, c'est la ville, hein, et que du coup le pays s'appelle les Émirats Arabes Unis, qu'on a tendance, par déformation, parce que la plupart des gens partent en tourisme à Dubaï, mais enfin, après, il existe plusieurs émirats, notamment Abu Dhabi, qui est la capitale, et donc du coup, qui gère les autres émirats, même si chacun a son propre, ce qu'on appelle là-bas l'équivalent de leur président, ça s'appelle un shir. Donc chacun a un shir, mais le shir d'Abu Dhabi est le shir également du pays. Donc ça c'est à savoir. Vous n'avez pas forcément les mêmes règles et les mêmes lois d'émirat à un autre. Il y en a qui sont plus conservateurs que d'autres, notamment plus ou moins Abu Dhabi, je dirais qu'il y a un peu plus conservateur. Mais voilà, mais enfin, voilà, il y a des petites choses aussi qui peuvent
Je sais pas, par exemple, moi à l'époque où j'étais partie, pour vous donner une petite anecdote, alors je fais un disclaimer tout de suite, c'est pas pour aider les gens à frauder, mais enfin je sais que quand vous avez des... Enfin moi, quand j'ai pu avoir une amende ou quoi que ce soit à Abu Dhabi, je ne l'ai jamais reçue du coup, vu que j'habitais à Dubaï. Je pense qu'ils remédient à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait prendre. Après voilà, ça dépend beaucoup de choses, je pense, voilà. Méfiez-vous d'ailleurs des radars. Donc ça, après, ça va être à vérifier selon où est-ce que vous allez aller, parce que tout le monde ne part pas à Dubaï. Si vous partez, par exemple, voilà, vous avez les Émirats de Ras Al Khaimah ou Ajman, qui sont des Émirats beaucoup plus conservateurs, ou voilà. Par contre, quand vous êtes une femme, bon, ça dépend de votre religion, mais c'est vrai que ces Émirats-là, ça peut... Certes, ils sont plus conservateurs, mais ils sont aussi plus avantageux quand on est une femme, parce qu'ils ont tendance à vous donner plus de priorité, notamment vous pouvez passer plus facilement à la queue je sais pas moi, d'un supermarché, ce qui est le cas dans les autres Émirats, mais là c'est beaucoup plus, on va dire c'est plus ancré dans la mentalité des gens, que voilà, vous avez des endroits beaucoup plus spécialisés, on va dire beaucoup plus ladies place, donc des endroits spécialement pour les femmes. Donc voilà, après c'est à voir selon votre travail, est-ce que ça peut vous convenir. Après, il faut savoir que dès que vous vous éloignez de Dubaï et d'Abu Dhabi, il ne faut pas oublier que certains Émirats sont, comme je vous disais, très conservateurs, et aussi pas encore aussi développés que truc. Donc il y a certaines infrastructures qui ne sont pas aussi développées. Donc vous avez ce côté peut-être un standard de vie un peu moins élevé que vous pourriez obtenir à Dubaï ou à Abu Dhabi. Voilà. Deuxième point qu'il faut absolument bien comprendre, c'est que c'est un pays qui est composé majoritairement d'expatriés, et la plupart des expatriés sont les expatriés du Moyen-Orient. Donc les GCC countries principalement, et du coup de manière plus généralisée le Middle East. Vous allez retrouver du coup aux Émirats beaucoup de Libanais, Syriens, Égyptiens aussi beaucoup. Alors après, vous allez vous rendre compte peut-être par vous-même, ou je verrai si on l'aborde plus dans les vidéos suivantes, mais vous verrez que selon la nationalité, vous allez les retrouver dans certains types de métiers. Donc voilà, après vous avez beaucoup d'Indiens, voilà, après ça c'est aussi une question de main d'œuvre, même si maintenant je pense que beaucoup de gens seront d'accord avec moi, pour ceux qui ont été à Dubaï, il n'y a pas que de la main d'œuvre entre guillemets pas chère et pas très qualifiée qui vient là vous avez quand même des Indiens et voire des Pakistanais au top fortune de ces pays-là. Du coup voilà, donc pour vous donner un petit pourcentage, je ne sais pas s'il est... voilà, mais en tout cas c'est le pourcentage que moi je connaissais à cette époque-là, c'était 90% d'expatriés contre 10% de locaux. Donc ça dépend ce que vous cherchez, mais si vous cherchez une véritable immersion dans un pays à forte culture, c'est pas forcément le pays qu'il vous faut. Je dis pas par là qu'il n'y a pas de culture, il y en a une, même si voilà, ça reste que ça soit les Émirats ou le Qatar ou le Koweït, ça reste quand même des pays quand même qui n'ont pas une très grande culture. Après je dénigre pas, mais je veux dire en tout cas ancrés sur plusieurs siècles, voilà et tout. Et puis bon aussi il y avait ça s'organisait beaucoup plus comme des seigneuries, et comme un peu à l'époque du Moyen-Âge, où vous aviez plusieurs chefs de clan ou seigneurs qui... Voilà. Donc, vous cherchez une vraie immersion, type, par exemple, pour vous donner une idée, moi, d'un pays où je considère qu'il y a une immersion totale, c'est la Chine ou encore le Japon que j'ai pu faire. Là, ça sera pas le cas. Donc, faut bien l'intégrer. Ils ont quand même voilà, vous avez des lieux, c'est pour ça que je vous disais selon les Émirats, vous allez avoir des Émirats plus ou moins conservateurs, et c'est aussi les Émirats les plus entre guillemets conservateurs ou voilà, ou si vous le plus naturel, on va dire, vous allez avoir un peu plus de nature, comme Al Ain, où vous avez Jabal Hafid, donc c'est une montagne connue, où vous avez l'une des plus petites mosquées du monde, enfin des choses comme ça qui vont être voilà, ça va être ce côté-là culturel. Mais c'est vrai que dans le centre de Dubaï, bon, ça va pas être trop la culture, mais c'est plus l'architecture qui va être impressionnante, ou voilà, un peu comme si vous alliez à New York ou dans certaines grandes villes des États-Unis, ou voilà.
Donc voilà, ça c'est un point à bien comprendre, c'est que cette expatriation, c'est pas une immersion totale. Voilà, ça va pas être une immersion totale culturelle. Après, c'est à vous de la chercher la culture là-bas. C'est pas vous arrivez et hop, choc culturel. Et voilà, vous vous habillez en abaya et vous mettez un petit foulard et hop, ça y est, vous êtes émirati. Non, ça se passe pas comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de gens d'ailleurs je ne sais pas s'il y a des gens qui pourront le dire en bas de la vidéo, qui ont été expatriés, mais enfin, c'est très compliqué de s'intégrer parce qu'il n'y a pas vraiment d'intégration, étant donné que la majorité des personnes ne sont pas de ce pays-là. Donc, à moins que vous soyez pris en charge par une famille locale ou vous avez que des amis locaux, par exemple, je pense aux gens qui partent faire là-bas du journalisme ou des choses comme ça, ou encore des étudiants qui vont des fois vivre entre guillemets chez l'habitant, même si c'est pas un concept aussi répandu. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup de personnes qui vivaient comme ça chez les habitants, à moins qu'ils étaient engagés par l'habitant pour s'occuper soit de la maison, des enfants ou pour donner des cours particuliers et encore. Donc c'est pas forcément, ces personnes-là sont pas forcément intégralement intégrées. Et puis je pense que c'est aussi une force de ce pays de permettre à chacun, entre guillemets, de garder sa culture, hein, même s'il n'y a pas de mal à s'intégrer. Mais je veux dire, c'est quand même, vous arrivez quand même à retrouver presque toutes, je dirais pas que toutes les nationalités sont représentées, mais au moins un certain berceau de culture, voilà, comme la culture asiatique, comme la culture arabe, comme voilà, une culture plus ou moins occidentale. Vous arrivez à retrouver ces cultures-là dans certains quartiers, voilà. Donc ça vous permet quand même de garder un ancrage. Voilà. Pour ceux les gens qui auraient un peu la nostalgie de leur pays, vous inquiétez pas trop, ça va pas être le choc culturel. Alors, donc voilà. Du coup, pour continuer la vidéo, je suis allée un petit peu me restaurer et voilà, me reposer un petit peu et tout. Et du coup, on va continuer. Donc maintenant qu'on a fait une sorte de petit bilan sur l'aspect, un peu les key facts, comme je vous ai dit sur Dubaï, la population très nombreuse expatriée, le fait que c'est pas le plus grand pays pour l'immersion culturelle en tout cas, on va passer du coup aux préparatifs pour partir dans ces pays-là. Donc je m'excuse pour la lumière, j'ai changé d'objectif, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas super. Donc voilà, bon, on va faire avec pour le moment. Donc, pour les préparatifs, le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà, quel que soit le cadre du travail dans lequel vous partez, que ce soit un travail que vous avez trouvé sur place, que ce soit un travail, quand je dis trouvé sur place, dans le sens où vous avez été recruté de France ou de notre pays pour y aller, que ça soit une mutation ou que ça soit l'envie de trouver un travail, moi, le conseil que je donne, c'est de partir en avance. Je m'excuse pour les bruits de fond, comme je suis dans ma véranda et je crois qu'il y a des bruits dehors. Du coup, voilà. Donc, le conseil, c'est de partir. Je pense qu'il faut minimum partir un mois. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu faire. Je ne suis pas partie que pour chercher du travail. J'avais aussi envie de voir comment ça se passait. Donc l'idéal, c'est de partir minimum un mois à, voilà, peut-être 2 ou 3 mois, mon petit chien qui est là, et du coup de pouvoir voir les différents aspects de la vie. Ça ne va pas vous donner tous les aspects, il va vous manquer le côté entre guillemets installation comme le logement, mais bon, ça pourra vous donner peut-être une première expérience pour ceux qui ont le permis d'aller louer une voiture, comme ça vous éviterez peut-être des problèmes si vous avez besoin. Donc déjà, ce que je peux vous conseiller au niveau des compagnies aériennes pour partir que pour un mois ou voilà, première des choses, essayez de prendre plutôt par exemple Turkish Airlines. C'est une bonne compagnie qui vous permet d'emmener beaucoup, ou en tout cas qui vous permet de ramener beaucoup. Parce qu'ils ont souvent 30 kilos, ils sont pas très regardants sur les kilos. Je sais que chez nous les Arabes c'est très important, hein, mais c'est très important parce que vous savez pas trop ce que vous allez pouvoir ramener, vous savez pas trop si vous aurez besoin de quelque chose à emmener. Parce que le conseil que je peux vous donner aussi, c'est au niveau des compagnies, donc comme je vous ai dit, Turkish Airlines, après vous pouvez prendre Air France et tout. Je vous déconseille Emirates, alors selon vos moyens, hein. Là je vais parler d'une personne lambda qui a un budget
ni trop restreint ni pas assez restreint, mais enfin quand même c'est pas le moment d'aller mettre beaucoup d'argent dans les billets d'avion. Ensuite au niveau du logement, donc là je parle vraiment que du mois ou du 2 mois que vous passez pour soit vous faire des contacts, soit réaliser les entretiens. Au niveau du logement, vous avez alors ça, c'est un truc, mais quand vous partez que pour 2 3 mois, je pense que je peux vous donner ce conseil-là. Vous avez des personnes qui proposent de faire soit de vous louer une chambre, soit voilà, soit vous avez votre chambre vous tout seul si vous souhaitez, donc voilà, soit de vous louer un petit studio, mais je vous déconseille quand vous partez que 2 mois parce que ça va vous coûter cher, ça sera minimum 1 000 € le mois si vous êtes sur Dubaï. À Abu Dhabi, les prix sont presque plus élevés, donc laissez tomber cette idée. Et il faut absolument pas vous mettre aussi dans des quartiers un petit peu lointains et tout, parce que sinon, tout ce que vous allez, entre guillemets, économiser sur le logement, vous le remettrez dans le transport. Donc, c'est clair et net. Hein. Donc, du coup, alors partez sur des annonces. Je vais essayer de vous trouver les sites des quelques annonces qui permettent en fait de trouver des chambres et des choses comme ça. Ça se fait beaucoup aussi sur les groupes Facebook. Vous avez des groupes Facebook soit du coup d'expatriés français, voilà, ou sinon ça va être un groupe qui va être sur The Rent a Room, Location, enfin pas Location, je dis n'importe quoi, de sharing bedroom, des choses comme ça. Et donc, vous allez pouvoir trouver aussi via ce truc. Alors après, le risque, c'est toujours de tomber sur une arnaque. C'est très compliqué de le vérifier, sauf si vous avez des personnes sur place qui peuvent le faire. Donc, mon conseil, ça serait de partir... alors moi, j'ai eu de la chance. Je suis partie dans une colocation qui était gérée, enfin la personne qui gérait la colocation était également entre guillemets une des colocatrices, donc on va dire que c'était beaucoup plus simple s'il pouvait y avoir des soucis, puis c'était une femme, donc moi en tant que femme, voilà, elle n'avait que des filles, voilà, il se trouve que c'était, de mémoire, c'était une indienne, et en fait moi la chance que j'avais eue entre guillemets, c'était qu'à l'époque où j'ai voulu partir, il y avait beaucoup de groupes qui s'organisaient à ce moment-là pour entre guillemets, si vous partez à tel et tel moment, on forme un petit groupe pour voilà, se rencontrer. Donc moi, j'avais pas rencontré les gens, mais par contre, j'avais discuté avec une fille qui partait à peu près en même temps. Et il se trouve qu'elle, elle est partie un petit peu avant. Et donc, on s'est organisé pour qu'elle aille dans le logement en avance de 3 4 jours. Hein, mais c'était pas ouf. Mais enfin, en tout cas, ça m'a permis, moi, du coup, une petite sécurité. Parce que, étant donné qu'elle m'avait fait un retour où ça se passait bien, forcément, j'avais aucun souci à y aller. Donc voilà, si vous avez cette possibilité d'être dans des groupes et tout, de voir si des personnes partent en avance, dans des colocations où il y a encore de la place, pourquoi pas aller dans ceux qu'on vous a déjà, entre guillemets, comment dire, qu'on vous a déjà indiqué comme étant bien. Donc ça, c'est la première des choses. Sinon, si c'est voilà, c'est trop compliqué d'agir comme ça, prenez une semaine en hôtel. Ouais, voilà, une semaine en hôtel. Et puis, enfin, alors les colocations voilà, et louer une petite chambre ou quoi que ce soit, c'est pas du tout un souci. Sachant que de toute façon, si vous partez une semaine dans un hôtel, c'est rare que l'hôtel ne puisse pas vous rallonger votre semaine. Donc vous n'aurez aucun souci par rapport à ça. Je vous conseille d'essayer de minimiser votre budget sur le logement et sur le billet d'avion pour ensuite sur place pouvoir vous déplacer parce que n'oubliez pas que vous partez en repérage, donc vous êtes là pour vous déplacer. Donc soit vous allez louer une voiture, ce que je conseille clairement de faire si vous avez l'habitude de conduire à l'étranger. Alors n'oubliez pas par contre, étant donné que... Alors, les locations de voitures, juste un petit point dessus. Il n'y a aucun souci quand vous êtes français, alors ça dépend vraiment de votre nationalité, mais français, il n'y a pas de souci pour que vous puissiez conduire dans un autre pays, notamment aux Émirats Arabes Unis. Mais par contre, selon les locations de voitures, il y en a qui demandent le permis international. Parce que tant que vous n'êtes pas résident et que vous n'avez pas le Emirates ID, vous n'êtes pas considéré, on ne fait pas votre changement de permis, donc vous n'avez pas le permis local du pays. Donc voilà, selon les compagnies,
Ça c'est demandé. C'est souvent les compagnies internationales, donc Sixt, Hertz, voilà, Europcar, des choses comme ça. Enfin, je sais pas. Si, il y est. Mais voilà, en tout cas, c'est eux qui demandent en général ça parce qu'ils veulent pas avoir de problème. Souvent, c'est des compagnies que vous prenez à l'aéroport, donc ils préfèrent vérifier toutes les informations. Maintenant, j'essaierai. Alors ça, par contre, je suis pas sûre de vous le mettre maintenant parce qu'il faudrait que je le recherche. Mais j'essaierai de vous mettre les liens aussi en tout cas, de deux entreprises de location de voitures que moi j'ai essayé. Alors, ils se trouvent pas à l'aéroport, mais ils ne sont pas non plus si loin que ça. De toute façon. Enfin, si vous prenez voilà, un taxi le premier jour, voilà, vous pouvez tout simplement le deuxième jour aller louer la voiture en reprenant un taxi pour aller au lieu. C'est pas du tout un souci, les taxis sont très disponibles en journée et le soir à l'aéroport, si vous arrivez par exemple le soir, voilà, il n'y aura aucun problème. D'ailleurs, petit point, je ne sais pas si vous le savez, mais pour les femmes, lorsque vous voyagez seul, bon, voilà, ou que vous souhaitez vous sentir en sécurité, vous avez l'occasion de prendre les ladies taxis, donc c'est des taxis qui sont réservés que pour les femmes. Voilà. Je sais pas si les couples peuvent les prendre, mais moi tout ce que je sais c'est que en tout cas c'est pour les femmes normalement. Donc vous avez le taxi, j'essaierai de vous montrer une petite photo d'un taxi. Mais ils sont surmontés en fait voilà, d'une plaque rose. Donc comme ça vous indique bien que c'est pour les filles. De toute façon, vous êtes guidé par les gens qui travaillent dans l'aéroport pour directement vous guider vers elles. Quand ils voient une femme toute seule, ils le font tout de suite. Hein. Donc c'est presque immédiat. Et puis après, vous pouvez toujours demander les taxis ou voilà. Et du coup, c'est une femme qui conduit. Et c'est vrai que les taxis, certains, ils vous informent beaucoup de plein de trucs. Moi, par exemple, quand je suis arrivée au logement où je devais aller, elle m'avait dit que oui, elle m'expliquait un petit peu le quartier, comment c'était, même si j'avais fait un petit peu mes recherches, mais enfin voilà. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà, là, c'est comment, entre guillemets, arriver déjà à Dubaï et s'organiser pour le logement. Soit une semaine à un hôtel, soit directement le logement si vous avez quelqu'un qui a pu tester ou quoi que ce soit et tout. Et faites attention aussi à prendre des colocations 100% du genre que vous êtes. Enfin, je veux dire, si vous êtes un homme, plutôt voilà, 100% homme et 100% femme quand c'est des femmes. Pas parce que, voilà, après chacun fait ce qu'il veut pour la mixité. Mais à la base, à Dubaï, c'est interdit. Déjà, la colocation est interdite à Dubaï, mais elle est tolérée par la police, tout le monde la pratique. Et puis de toute façon, ça sera jamais vous qui serez incriminé, surtout si vous êtes en visa touriste. On peut vous dire, voilà, on va peut-être vous obliger à changer, mais vous n'aurez aucun souci, vraiment, voilà, ça va être beaucoup plus la personne qui s'est permise déjà de faire une colocation, parce qu'en fait, en général, ces gens-là, ce ne sont pas des propriétaires, mais ce sont eux-mêmes, en fait, les locataires de ce logement-là qui le mettent en location. Donc c'est de la sous-location qui est interdite à Dubaï. Enfin, il n'y a même pas la possibilité d'avoir l'accord ou pas du propriétaire, c'est interdit tout court. On ne va pas aller jusqu'à vérifier tous les appartements, mais le jour où la police fait une descente, ils aiment bien marquer le coup, vous risquez de vous retrouver à la une de certains journaux, vous allez avoir une véritable humiliation publique parce qu'en fait ils vont vous sortir comme des criminels. Moi je n'ai pas assisté à de moi-même et je l'ai pu en entendre parler auprès d'amis et même j'en ai déjà vu j'ai déjà pu voir sur des journaux en ligne ou des choses comme ça. Des personnes qui sont sorties menottées de leur appartement comme s'ils avaient commis un crime. Et en plus, ils vont vous donner un peu l'impression, excusez-moi, que vous êtes des proxénètes. Voilà, enfin, je veux dire, ils vont vous donner l'impression d'être des... vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc, ça va vite. Ça va vite, voilà, ça va vite tourner au cauchemar. Vous pouvez être en garde à vue, faire un peu de prison. Enfin, c'est... voilà. Ils ne rigolent pas au moment, donc je vous conseille de ne pas les tenter. Et puis souvent, vous allez avoir des propriétaires, locataires, plus ou moins honnêtes. Et pour ceux qui sont malhonnêtes, ils ne vous diront jamais ce genre de choses. Moi, je l'ai appris à mes dépens. Du coup, la deuxième fois où je suis allée pour m'installer, je n'avais pas encore mes papiers en règle, donc du coup, je ne pouvais pas me prendre de logement. Donc, j'ai dû encore continuer à faire de la colocation. Mais cette fois-ci,
Voilà, je pensais pas qu'il y avait une chambre de garçon, par exemple. Moi, je suis arrivée le lendemain matin au réveil. Je suis sortie voilà, pour aller dans la cuisine, me faire quelque chose. D'ailleurs, voilà. Et là, je rencontre un mec. Donc, au début, je pense que voilà, il y a peut-être un truc dans le logement. Donc, déjà, j'ai honte parce que je suis pas forcément dans une tenue très appropriée. Donc voilà, plein de petits cas de figure comme ça que je vous dis. Alors voilà, je vous raconte un peu mes anecdotes et tout, pour que vous puissiez un petit peu appréhender les petits problèmes que vous pouvez avoir sur place, même quand vous n'êtes que touriste, quoi. Pour le logement, je vais m'arrêter là parce qu'en fait, je vais vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur le logement, où une fois que vous serez installé. Et voilà, toutes les modalités de vie, comme ça, je vous ferai quelque chose de plus détaillé parce que c'est le point important et c'est le point arnaque que vous pouvez avoir. Je pense que c'est l'arnaque la plus commune à Dubaï avec, ouais, je pense que le logement, ça doit être l'arnaque la plus commune. Et peut-être les entreprises qui prétendent en fait qu'ils vont vous faire le visa parce qu'ils savent que vous êtes français ou d'une origine en tout cas qui peut rester dans le pays un minimum et ils vont vous balader. Voilà. N'acceptez d'ailleurs jamais de travailler pour une entreprise qui prétend vous faire le visa. S'ils veulent le faire, ils le font. Hein. Mais méfiez-vous de ce genre de gens qui vous promettent des choses. Hein. Mais d'ailleurs, ça c'est valable pour tout et n'importe quoi à Dubaï. Hein. On vous promet plein de choses. Voilà quoi. L'arnaque à l'emploi, je crois que c'est avec celle du logement, c'est la plus grande. Hein. C'est comme les gens qui prétendent toujours qu'ils sont à Dubaï avec une très bonne situation et le jour où vous voyez une annonce sur un poste, c'est les premiers à mettre leur CV. Enfin, je veux dire, si toi t'es installé et que t'as un emploi de rêve et que tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce qui explique que tu te bats avec moi pour envoyer ton CV, truc et tout. Voilà, vous avez des gens qui sont dans des positions particulières à Dubaï. C'est pas tout, il n'y a pas que des gens qui travaillent et qui mènent une vie bien en fait. Il y a beaucoup de gens qui mènent des vies, je dirais pas aléatoires, mais qui mènent des vies au jour le jour quoi. Donc comme en France en fait, hein, vous avez des gens, c'est pas forcément des situations irrégulières, ça veut dire que c'est des gens qui peuvent travailler, mais ils ont pas forcément le confort de vie qui va avec. Donc voilà, mais sauf que quand vous êtes dans votre pays, bah, vous arrivez à entre guillemets à vous débrouiller, à vous en sortir, mais quand vous êtes dans le pays des autres, surtout dans un pays où comme je vous ai dit, vous n'aurez jamais en fait, vous ne serez jamais eux en fait. Donc il n'y a aucun droit du sol. Donc clairement, et le droit du sang chez eux est très très ancré dans les mentalités, mais vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont très fiers d'être qui ils sont, au détriment d'ailleurs des autres des fois nationalités qui peuvent mépriser. Enfin, c'est pas toutes, hein, mais ils peuvent mépriser certaines. Les gens vont me demander pour le Airbnb, c'est pas une pratique très commune, il y en a, mais bon, ça revient un petit peu à la colocation, en plus cher. Et puis ça vous assure pas forcément que la personne sera sérieuse sur place. Voilà. Et la France, c'est que vous arrivez à Dubaï, vous n'êtes pas autant protégé que ce que vous pensez. Les gens qui sont vraiment protégés, c'est les gens qui à la base sont protégés dans leur pays, type les Américains. Les Américains sont presque intouchables dans presque tous les pays. Voilà. Et vous avez aussi les British qui ont qui entre guillemets dans le business sont très appréciés parce que la Grande-Bretagne possédait en tout cas Dubaï ainsi que d'autres pays étaient sous l'étendard britannique. Donc, mais dans la vie quotidienne, vous n'êtes pas plus important que d'autres parce que là-bas c'est très porté sur d'où vous venez. Forcément, hein, 6 fois qu'on a quitté la France, on n'est plus protégé par les lois françaises. Hein. C'est pas un pays de l'Union européenne. Bon, ils ont des collaborations, des choses comme ça, mais c'est à vous d'être responsable et de connaître les lois du pays et de connaître comment ça fonctionne et de vous imposer surtout face à vos entreprises. Ne vous laissez jamais faire par une entreprise qui va vous promettre des choses ou qui va vous demander de donner des documents officiels, notamment par exemple le passeport. Il y a certaines qui le demandent, hein. Moi j'ai eu le cas. Ne donnez jamais votre passeport. Voilà, il y a plein de choses un peu comme ça et les gens malheureusement sont aveuglés par la vie qu'ils peuvent avoir. Et puis bon, bah, des fois quand on a une opportunité, on se dit bah ça sera la seule, donc il faut qu'on y aille, il faut qu'on la prenne, quelles que soient les conditions qui nous sont données, quoi. Mais ça se passe pas comme ça en fait. Enfin, c'est donnant-donnant, hein. L'entreprise gagne autant que vous gagnez, hein, voire plus, quoi. Donc du coup voilà. Un autre point aussi qui est très important, si vous venez de France, donc voilà, et si vous ne parlez pas anglais, franchement moi les gens qui disent oui on peut se débrouiller, voilà, je sais pas quoi leur répondre. Franchement, je trouve que c'est d'une hypocrisie pas possible de dire aux gens que sans l'anglais,
Alors, je parle pas des personnes qui parlent arabe, mais voilà, quoi, ça dépend quel arabe. Est-ce que c'est l'arabe dialecte de leur pays? Est-ce que c'est l'arabe du Moyen-Orient? Est-ce que... euh, en plus, il y a différents accents, mais enfin, en moins, si c'est du Middle East, on va dire que, bon, ils arrivent à se faire comprendre, quoi. Voilà, notamment si il y a des Égyptiens, là, c'est plus simple, ils comprennent à peu près, ils ont l'ouïe pour comprendre tous les Arabes. Et voilà, c'est un des berceaux d'ailleurs dans l'apprentissage de l'arabe. Donc on va dire qu'ils sont quand même plus avantagés que d'autres personnes qui viendraient du Maghreb. Hein. Enfin, en tout cas, originaires du Maghreb ou voilà, ou dont les parents sont maghrébins. Et que vous ne savez ni lire, ni écrire, et ni parler. Enfin, je veux dire, et enfin, moi, les gens qui me disent oui, je comprends, mais enfin, oui, bah, moi aussi, je comprends. Voilà, par exemple, moi, je prends mon cas, je comprenais. Alors, forcément, j'ai amélioré mon arabe. Et ne mentez pas, hein, de toute façon, ça sera vérifié. Hein. On va vous envoyer dans une mission, vous allez devoir parler arabe. En plus, là-bas, quand vous dites oui, arabe opérationnel, c'est égal arabe de courant. Hein, je veux dire, c'est. Voilà. Donc, ça, c'est un point. Mais alors, pour l'anglais, les gens qui disent que oui, on peut se débrouiller avec quelques mots d'anglais et on va dans ce pays-là, franchement, ils se mettent le doigt dans l'œil. Hein. Clairement, pour moi, c'est de l'hypocrisie de dire ça. Moi, je pense que c'est des gens qui veulent pas que vous réussissiez ou voilà. Hein, il n'y a pas forcément que des gens. Faut faire attention hein, dans les groupes Facebook ou type de groupe et tout qui vous disent oui, voilà, nous on est là pour vous aider, on est passé par là. Ouais, mais enfin, on est passé par là, mais on connaît pas l'histoire de la personne. Hein. Des fois, c'est des, excusez-moi, mais des fois, c'est des femmes qui sont parties avec leur mari, qui gagnent très bien sa vie. Des fois, c'est voilà, c'est des gens qui ont des mutations avec des salaires, des packages énormes. Enfin, ça n'a rien à voir avec le quotidien d'une personne lambda, hein, enfin, qui part comme ça pour tenter une aventure. Vous faites surtout pas avoir par ce type de personnes, hein, parce que et puis c'est toujours les premiers à dispenser bons conseils et astuces, quoi. Mais une fois sur place, ils ne vous connaissent pas. Hein. Franchement, ils vous la mettent à l'envers, hein, parce que une fois arrivés, vous prenez en contact avec eux, ils sont pas disponibles, ils ont leur vie de famille s'ils sont en famille. Franchement, moi, les faux amis, ça, c'est un délire à Dubaï. Hein. Donc, déjà, il y a ça. Et franchement, de toute façon, je vous dis un truc qui est clair et net. Que ça soit Dubaï, je sais pas. Enfin, moi, par exemple, je prends des pays où je suis restée plusieurs mois, comme la Chine, l'Inde. Voilà. Je connais aucun pays, moi, en tout cas, les pays que j'ai pu faire. Je connais aucun pays où vous pouvez vous permettre de partir sans avoir de l'anglais. Enfin, franchement, c'est du mensonge total. Ceux qui partent et qui n'ont pas l'anglais, ils ont des professions où c'est pas nécessaire. Mais même de toute façon, vous voulez vivre comment au juste? Enfin, je comprends pas. Sinon, faut rester avec vos amis français, mais même. Enfin, vous voulez vivre comment dans le pays à chaque fois, vous faites comment Google Traduction c'est pas possible. En fait. La plupart que j'ai connus, au bout de 2-3 mois, ils pouvaient pas faire autre chose que d'aller. On a une sorte de quartier qui réunit en fait des instituts de langue. Vous pouvez apprendre du coup différentes langues, bon, notamment l'anglais, hein, la plupart et tout. Du coup, je crois que c'est Knowledge Village, donc le village du savoir. Et voilà, ils ont tous pris des cours, quoi. En plus, ça coûte une blinde, donc si vous avez la possibilité d'apprendre l'anglais avant de partir, voilà. Mais de toute façon, faut vous mettre un truc dans la tête. À partir du moment où vous quittez la France, vous faut l'anglais. Enfin, je comprends pas les gens qui disent oui, non, mais c'est pas grave, vous pouvez vous débrouiller. Non, mais débrouiller, vous n'êtes pas dans la jungle là. Je veux dire, il y a de la compétition, il y a plein de gens qui partent. Je veux dire, et vous n'êtes pas le seul sur le marché. Vous êtes qui, vous, en fait vous voyez ce que je veux dire? Dans le sens. Ils ont l'embarras du choix. Je veux dire, entre un Français qui parle pas français, qui parle pas français, ouais, ça va être dur, un Français qui parle pas l'anglais et un Français qui parle l'anglais, voilà, le choix est vite fait. Je vois pas pourquoi ça serait vous et pas un autre, quoi. Et puis, il faut pas penser, par exemple, moi je prends le cas parce que moi j'étais en commerce et tout, en business, quoi. Tous ceux qui sortent des écoles de business, en général, on a l'anglais, on a des choses comme ça, mais faut pas croire que ça sert à rien de se dire oui, moi j'apporte des compétences que les autres n'ont pas. On a tous les compétences. En général, quand on est passé par une école de business et qu'on n'est pas très concon et que voilà, on a une truc et tout, une formation, des expériences professionnelles qui permettent de valider nos compétences, on est tous capables de faire le travail qui va être demandé sur place dans ce type de métier. Donc je parle de ce type de métier comme je vous ai dit parce que c'est ce que j'ai fait. Après, moi je connais pas.
Voilà, tout ce qui est management et tout, je peux vous en parler, mais le reste, moi, je connais pas. Après, les ingénieurs informatiques, les choses comme ça, ou les ingénieurs tout court de différents domaines, c'est beaucoup plus spécifique. Le côté technique, c'est beaucoup plus facile, parce que déjà, l'anglais, ça va être l'anglais vraiment de base pour communiquer plus ou moins avec des collègues, selon si vous managez ou pas des équipes. Si vous faites votre travail de votre coin, bah, de toute façon, le langage informatique est universel, hein, donc ça, c'est pas un souci. Mais voilà, mais c'est pas forcément que vous sachiez pas vraiment bien parler, c'est que vous ne compreniez pas. Ça, il n'y a pas pire. Et ça m'est déjà arrivé. Ça arrive, enfin voilà, surtout quand vous tombez. Enfin, moi, par exemple, dans mon entreprise, on avait les produits que du coup on commercialisait. Pour ma division à moi, donc que je dirigeais, c'était principalement des produits qui venaient d'Angleterre et des États-Unis. Il se trouve qu'une fois, pour un des produits donc, celui qui vient des États-Unis, le client s'était déplacé sur place et je devais préparer un rapport. Donc bon bah forcément donc ça je l'ai préparé, pas de souci et tout. Je suis patate quoi. J'arrive, je fais ma présentation, mon petit truc, projecteur et tout. Bon voilà, l'entreprise m'avait aidé aussi. C'était la première fois que je faisais une présentation, en tout cas à Dubaï. Donc pression, j'avais le CEO qui était là, le big manager, parce que moi j'étais moi-même un petit manager, on va dire. Donc il y avait le big manager. Enfin c'était vraiment en mode, vas-y, prouve-nous que t'es capable de... Voilà. Le problème qui s'est passé, donc tout se déroule bien et tout. Arrive le moment, bah, un petit peu des questions-réponses. Voilà, ça va, le client était plutôt gentil. Mais il y a eu des moments, bah, forcément, avec l'accent américain, le monsieur a commencé à speeder. Moi, à ce moment-là, parce qu'il faut savoir que en dehors moi, de mon travail, je donnais des cours de français à des anglophones. Voilà, j'ai pu du coup donner notamment une famille américaine. Donc ça m'a beaucoup aidé ensuite après pour m'adapter aux différents accents anglais. Mais là, du coup, c'était vraiment dans les débuts. Et voilà, il m'a enchaîné en anglais et j'avais l'air d'une brêle, quoi. Je le regardais et tout. Je comprenais plus ou moins, mais en fait, je captais pas tous les mots. Donc, du coup, je répétais un petit peu les réponses. Elles étaient un petit peu. Ça sentait que j'étais en mode. Voilà, c'est comme si, par exemple, il me disait oui, alors comment c'est pour le produit et qu'il me demandait des précisions et que moi, je disais oui, juste ouais, le produit, il est bien, il se vend bien, quoi. C'est le niveau. Donc, vraiment, l'anglais, j'insiste dessus. Euh, pour moi, il est indispensable. Ça reste l'une des langues officielles. Alors moi, je connais beaucoup de gens qui ont eu leur travail grâce à des annonces sur les groupes. Donc, je dis pas. Mais par contre, les gens qui prétendent être des... comment expliquer c'est pas des associations, mais des... comment ça? C'est un peu l'équivalent de... Je m'appelle Pôle emploi, quoi. Faut savoir que ça n'existe pas vraiment à Dubaï. C'est presque impossible de former ce type d'entreprise en fait qui promettent de l'emploi en fait. C'est pas possible. Déjà, vous n'avez pas le droit. Ah oui, un point, vous n'avez pas le droit de vous constituer en tant qu'association. Donc j'ai du mal à savoir comment ils définissent leur statut juridique en fait, parce que c'est pas vraiment des entreprises, c'est plus voilà quoi. Sinon, adressez-vous à la chambre de commerce là-bas, mais qui pourront peut-être vous fournir la liste de certaines entreprises internationales aussi, des choses comme ça, parce que c'est quand même plus simple des fois de travailler pour des entreprises internationales, parce qu'elles ont tendance à avoir une sorte de règlement ou de charte éthique valable un peu dans tous les pays. Donc ce que vous pouvez retrouver à l'étranger, vous le retrouverez chez eux. Tandis que quand c'est des entreprises locales, alors entreprise locale, ça ne veut pas dire qu'elle appartient à un Émirati, ça veut juste dire qu'elle a été créée en là-bas. C'est plus compliqué parce qu'ils ont tendance enfin, entre guillemets, ils sont bien contents des lois qui sont là-bas, qui sont beaucoup plus avantageuses pour les entreprises que pour les employés. Du coup, voilà. Donc je vous reprends pour finir la vidéo parce que ça commence à faire long. Je vais m'amuser de toute façon à couper parce que là ça fait un peu trop, j'ai donné trop de détails. Donc pour vous finir, je vous ai parlé de tout ce qui est meet-up. Vous pouvez faire du networking, donc préparer des cartes visite, c'est pas mal, ça change du personne qui tend tout le temps son CV, parce que bon, des fois c'est souvent des soirées, des choses comme ça, les gens ils ont un cocktail dans la main, ils ont pas forcément envie d'avoir votre CV, sauf si c'est spécialement fait pour ça. Moi je suis déjà allée dans un networking mais après c'était pas, enfin moi j'ai accompagné des personnes qui cherchaient des stages et voilà, là le but était de donner son CV, ça faisait un peu des sortes comme des speed dating version travail, mais là c'est pas le cas, donc quand c'est des meet-up ou des networking, voilà, ça se passe souvent en fin de soirée, c'est un peu comme
les afterworks, donc c'est pas la même ambiance, donc faut vraiment être informel entre guillemets, et puis voilà, tendre une carte de visite en disant ouais bah tu peux me recontacter si t'as quelque chose, voilà, après ça dépend du feeling que vous avez eu avec la personne avec qui vous discutez. Voilà, et puis après il y a aussi pour les femmes, donc à nouveau je reviens au sujet des femmes parce que moi j'en suis une, donc il y a pour les femmes aussi des groupes un peu plus ladies, enfin de l'entraide entre femmes en fait, parce que c'est pas forcément simple des fois, voilà, d'être une femme, enfin toute seule dans un pays et tout, c'est quand même un peu plus, on va dire dangereux qu'un homme, c'est beaucoup plus simple pour certaines situations. Donc il y a certaines personnes qui s'organisent ça, donc voilà. Donc je sais plus, il y a Women in Dubai, il y a Ladies in Dubai, je pense, The French Ladies, donc ça c'est tout ce qui est pour les femmes. The French in Dubai, ça c'est un groupe général, hein, vous y trouvez de tout, que ça concerne logement, travail, entraide, annonces, enfin vous avez un peu de tout. Donc oui, je reprends. Du coup voilà, donc ça c'est une des choses, s'inscrire dans tous les groupes. Ensuite, une fois inscrit dans tous les groupes, le maximum, essayez de caser vos entretiens évidemment sur une période donnée où vous allez pouvoir y aller, hein. Ça sert à rien de dire oui, je viens, je sais pas moi, imaginons au mois de mai, et en fait vous savez que vous saurez pas, par exemple si vous travaillez, vous savez que vous ne pourrez pas y aller, vous n'avez pas, faut pas, de toute façon dans tous les cas, il y aura forcément une opportunité un jour ou l'autre, donc voilà, pour les personnes qui sont dans l'islam, fidullah, tu vois, c'est le mektoub tout ça. Donc faut pas commencer voilà, dire. En plus, vous allez perdre en crédibilité. Et puis, le bouche à oreille, ça va vite, en fait. Surtout comme je vous ai dit, si vous postulez pour des entreprises où, par exemple, il y a des Français, des choses comme ça. Et en fait, ça fait vite le tour en mode un tel, il a dit qu'il venait, mais il n'est pas venu, il s'est pas pointé. Et puis après, voilà, après, vous êtes entre guillemets blacklisté, on va dire ça comme ça, dans le pays. Voilà, c'est à peu près ce que je peux vous dire sur les préparations. Si vous avez d'autres questions avant que... de toute façon, même si après j'ai mis d'autres vidéos sur le sujet, il n'y a pas de souci, hein, j'essaierai d'y répondre en début de l'autre vidéo si j'ai eu les questions avant. Et puis voilà, je vais essayer de tenir un rythme un peu plus régulier. Là, j'avais mis une première vidéo un peu plus en test, et là, je vais tenir un rythme plus régulier, tout simplement pour aussi vraiment me mettre bien sur YouTube et tout, parce que bon, enfin voilà quoi, sinon ça va pas décoller le truc quoi. Donc tiens, à cœur d'aider les gens sur ça, parce que j'aimerais pas que les gens se fassent arnaquer. Enfin en tout cas c'est un truc, je me suis toujours dit, même avant de me dire que je voulais faire YouTube, je me suis toujours dit il faudrait que je fasse un truc, un blog ou un forum ou un groupe Facebook où je fasse des vrais retours, parce que les gens se font arnaquer mais comme jamais quoi. Et puis faut pas lancer non plus la pierre aux locaux, hein. Les arnaqueurs la plupart du temps, je peux vous dire que c'est les expatriés, hein. Donc en fait ils vous arnaquent pas dans le sens, ils vont pas vous voler votre argent, mais enfin à part certains, hein, mais enfin en tout cas c'est plus de l'arnaque dans le sens où ils vont vous faire croire à des choses qu'il n'y a pas, ou que vous n'allez pas pouvoir avoir, parce que tout simplement vous n'êtes pas eux en fait. Enfin, chacun est unique et chaque expérience est unique, donc vous n'aurez pas, et puis même vous n'arrivez pas dans les mêmes conditions que eux ils sont arrivés, hein. La plupart des gens, moi je trouve qu'ils donnent des conseils du style tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est souvent, et puis surtout quand c'est des femmes, ça m'énerve, c'est souvent des femmes d'expatriés. Enfin nous on appelle ça des femmes d'expatriés, parce qu'en fait en gros c'est le mari qui s'expatrie à la base par rapport à son travail, et elles suivent. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, chacun fait ce qu'il veut, hein, je dis pas, bien au contraire, on peut suivre son mari, enfin pourquoi pas. Mais ça va être des gens du coup qui n'ont pas la même vie peut-être que vous allez mener, parce que vous, si vous partez déjà tout seul, vous êtes obligé d'avoir un travail, sinon vous ne pouvez pas rester dans le pays comme ça. Donc vous pouvez pas, il n'y a que ça, ou sinon voilà, eux ils sont sur le visa de leur mari. J'essaierai aussi, mais alors ça sera une vidéo un peu plus à part, ou de faire les do et les don'ts à Dubaï, et de faire les petits conseils, types de conseils qu'on peut vous donner qui sont pas vrais. Je ferai une sorte de disclaimer de ça, ou voilà, ou les 15 choses à ne pas croire ou à ne pas faire. Un truc comme ça, une vidéo comme ça. Mais ça sera à la fin de la série. Donc là, je disais que j'allais alterner donc des vidéos sur l'expatriation, le voyage. Je pense que je vais essayer de faire aussi des vidéos sur des voyages que moi j'ai fait et que j'ai trouvé ouf, et que je trouve ouf
à partager, comme le Japon, comme la Chine. Bon, après, j'espère que cette vidéo vous sera utile, surtout parce que c'est surtout ça. Voilà, c'est mon but principal, c'est que ça soit utile. J'ai pas envie de faire des vidéos qui soient pas utiles ou pour reprendre tout ce qui se dit, c'est pas la peine. Puis je vous dis à très vite. Et puis bon, bah, si vous avez aimé, hein, faut pas vous forcer. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. N'hésitez pas à commenter, surtout les commentaires qui m'intéressent, parce que ça me permet du coup de répondre à des questions si j'ai oublié. Parce que moi je parle comme ça en fait, de manière instinctive. J'ai pas fait vraiment de préparatif sur la vidéo. Je parle avec mon cœur. Et donc n'hésitez pas à commenter et à partager et tout. Bah, surtout que voilà, que la chaîne agrandisse pour que je puisse faire plus de vidéos. Sinon, bon, si je vois que ça décolle pas au bout d'un moment, je vais arrêter. Du coup, voilà. Bon, bah, en tout cas, je vous remercie tous. Et puis, je vous remercie en tout cas d'être restés jusqu'à là pour ceux qui l'auront fait. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.